Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle formule de Lab 20, votre magazine des sciences sur Alsace 20. Nous poussons les portes des laboratoires à Strasbourg pour découvrir des travaux étonnants et dialoguer avec des chercheurs passionnés. Dans ce numéro spécial environnement, vous allez voir la Terre de très haut. Visite au CERTIT, le service régional de traitement d'images et de télédétection. Avec des photos satellites, des spécialistes sont capables d'étudier les essences d'arbres en forêt, les inondations ou la reconstruction d'une région après un séisme. Le LIV est le laboratoire Images, Ville, Environnement où travaillent des scientifiques du CNRS et de l'université. Ils étudient par exemple divers aspects de la biodiversité en milieu urbain. Une zone atelier environnementale a été créée et permet de travailler sur les interactions entre l'homme et son écosystème. Voici 3 chercheurs. Lotfi Mehdi est un spécialiste des pelouses. Elles nous apprennent beaucoup sur la biodiversité en ville. Wissal Selmi étudie la capacité des arbres à absorber la pollution. Et Didier Auglusten travaille sur la qualité de l'air. Leur point commun, déterminer de quelle manière les actions de l'homme, les politiques publiques, impactent l'environnement. Couper en arbres, arracher les mauvaises herbes, utiliser un véhicule diesel, ce n'est pas si anodin que ça. Une ville durable, c'est une ville qui contribue à la protection de la biodiversité. Donc le but des spécialistes de l'écologie urbaine, c'est de penser à un mode d'urbanisation non seulement respectueux des équilibres écologiques, mais aussi d'introduire de la biodiversité dans le milieu urbain. Les pelouses font partie des habitats très intéressants dans le milieu urbain parce qu'au départ, ce sont constitués par 4 espèces de graminées et on peut y trouver au minimum, environ 120 espèces spontanées. Et donc, les pelouses permettent d'avoir une image très intéressante du fonctionnement de l'écosystème. C'est-à-dire, plus on trouve d'espèces dans les pelouses, plus l'écosystème se comporte d'une manière un peu saine, entre guillemets. Dans les pelouses, on peut trouver des graminées. Les graminées, généralement, il y a 4 espèces, les phytuques, les rails gras, etc. On trouve aussi des espèces spontanées, à l'exemple du trèfle, la pâquerette, le pissenlit et d'autres espèces qu'on trouve sont un peu des espèces généralistes. Les pelouses qui sont généralement ce qu'on appelle les espaces verts d'accompagnement de bâtiments publics, notamment les bâtiments officiels, ce sont les pelouses les moins riches en biodiversité. Et ça, c'est une observation pratiquement à l'échelle planétaire. Les villes sont engagées dans une vision esthétique et ils souhaitent d'avoir des pelouses qui sont dépourvues de ce qu'ils appellent les mauvaises herbes. Et nous, on appelle ça, c'est de la biodiversité qu'il faut valoriser. Dans le milieu rural, elle influence sur la production et dans le milieu urbain, elle nuit à la qualité esthétique des espaces verts. Donc bien entendu, on est contre cette notion de mauvaises herbes parce que ces mauvaises herbes, c'est ces espèces-là qui contribuent à la protection d'un nombre considérable, notamment d'insectes et d'autres espèces animales. On essaye d'exprimer la quantité de carbone stocké par les arbres et cette quantité-là, elle permet de nous donner un indice sur la quantité rejetée de carbone au cas où l'arbre mort. On fait à l'issue d'une campagne d'échantillonnage. Donc on est parti sur terrain pour prendre des mesures sur des arbres, la hauteur des arbres, le diamètre et la largeur de la canopée par exemple, et le pourcentage de dépérissement des feuilles. Et à partir de ces données-là, on les intègre dans un modèle qui s'appelle ITRI. C'est un modèle qui est conçu aux États-Unis. Et donc on intègre ces données-là dans ce modèle et il nous permet d'avoir des idées sur des quantités de stockage et séquestration de carbone par exemple. Pendant la saison estivale, là où les arbres reprennent leur cycle végétatif, donc il y aura plus de feuilles. Donc il y a une activité stomatique plus importante, et donc on peut stocker plus de carbone et on peut aussi éliminer plus de polluants. Ce
qu'on constate, c'est qu'il y a certaines mesures qui ont été prises, donc il y a déjà une amélioration, en particulier en Europe ou sur le nord des États-Unis. Donc il y a une amélioration de certains aspects de la qualité de l'air qui vont continuer à s'améliorer par la réglementation qui est en œuvre. Par contre, on constate qu'il y a toujours des pollutions à l'ozone, des problèmes de particules en Europe, en particulier dans le nord de l'Europe. Donc ces problèmes-là persistent et ont un impact sur la santé et sur les écosystèmes en général. On peut à partir de ces modèles, faire des scénarios d'évolution et estimer quel peut être finalement l'impact de mesures qui seront prises, de réglementations qui seront prises à l'échelle de l'Europe, mais également à l'échelle de la ville, à l'échelle de la CUS, à l'échelle de l'Alsace, des mesures qui sont faites et quelles sont les implications en termes de coûts, quelles sont les implications en termes de pollution et donc impact d'une manière générale sur l'environnement. Il y a des relations de dose-effet qui peuvent être obtenues à partir d'études épidémiologiques qui nous permettent d'estimer que par exemple en Europe il y a 400 000 morts par an, morts prématurées par an associées aux particules, qu'à l'échelle de la planète il y a 2 millions de morts prématurées à cause des particules, que par exemple à nos latitudes, chez nous dans le nord de l'Europe, on perd environ 6 mois de vie par rapport à un habitant du sud de l'Europe à cause de cette pollution. Ce n'est que l'année dernière que l'Agence mondiale de la santé a reconnu que les particules émises par les moteurs diesel étaient cancérigènes. Donc cette prise de conscience-là est récente. On aimerait stabiliser la température de la planète à 2 degrés pour que la température ne se réchauffe pas de plus de 2 degrés par rapport à ce qu'elle était avant l'intervention humaine. On se rend compte que ça, de plus en plus, ce sera difficile à tenir. Et par contre, on se rend compte que si on agit également, et c'est là l'intérêt d'étudier cette pollution-là, c'est que si on agit sur les gaz polluants donc, qui ont un impact sur la santé, ils ont également un impact sur le climat. Et en agissant de concert sur les gaz à effet de serre de longue durée de vie, CO2, et les gaz polluants, l'ozone, les particules, c'est la seule façon d'essayer de maintenir une température de la planète en dessous de 2 degrés. Donc l'enjeu, il est là. C'est d'essayer d'avoir une réglementation qui permet d'agir à la fois sur le CO2, les gaz à effet de serre de longue durée de vie, et sur les particules et sur l'ozone, donc sur les gaz plus réactifs. C'est difficile de dire que telle espèce a un impact positif ou négatif sur le climat et la pollution de l'air, parce qu'il y a des interactions. Là, je cite l'exemple des COV, les composés organiques volatiles. Donc, il y a des espèces qui participent à la fixation et l'absorption de certains polluants, mais il y a aussi des espèces qui émettent les composés organiques volatiles et donc ils contribuent aussi à la formation de l'ozone. L'enjeu, c'est comment trouver la meilleure structuration de ces habitats, comment penser leur répartition et à la fois augmenter la biodiversité, la richesse spécifique, et également rendre le maximum de services écosystémiques pour les humains. Avec une image satellite, vous pouvez étudier la gestion des forêts, l'essence d'un arbre, analyser une inondation, mesurer les dégâts d'un séisme. C'est un outil fabuleux pour voir l'environnement de très haut. Les analystes du CERKIT à Strasbourg sont en pointe sur ces questions. Regardez. Lorsqu'on a affaire à des événements de grande ampleur, prenons par exemple l'inondation du Pakistan ou même Xintia en France. L'inondation au Pakistan, ça représentait 1/3 de la surface de la France inondée. C'est absolument impossible de se rendre compte de l'extension d'un phénomène de ce type sans ces outils spatiaux. Nous pouvons, sur tout ce qui est la trame végétale ou l'eau, faire un certain nombre d'analyses, de cartographie et d'analyses, sur les forêts, sur les cultures, sur les prairies, sur la végétation en zone urbaine, la trame verte ou la trame bleue au sens du Grenelle de l'environnement. Tous ces éléments-là peuvent être analysés à partir d'imagerie satellite qui complémentent des analyses faites avec d'autres moyens, soit sur le terrain, soit avec des avions. Donc le satellite donne la vision globale et précise maintenant, puisque certains satellites ont une résolution qui est inframétrique, qui peut aller jusqu'à 50 cm dans le civil actuellement.
On avait été amené à travailler par exemple sur les landes, hein, les attaques de scolytes sur les pins des landes, donc qui provoquent des dégénérescences de la forêt. Hein. Donc nous avons utilisé des images satellites pour le faire et cartographier ces attaques parasitaires. Et effectivement, on peut arriver à une zonation de l'attaque, donc donner des indications à ceux qui gèrent la forêt pour aller couper de manière privilégiée les zones qui sont infestées. Quoi. Au départ, il faut déjà choisir une donnée qui le permette. Hein. Alors, chaque essence a son cycle biologique particulier, et si vous vous promenez au printemps, à la fin du printemps, dans les forêts alsaciennes, vous verrez que les châtaigniers sont tout blancs. Ils sont en fleurs, ils sont tout blancs, donc si on a la bonne idée de programmer une acquisition au moment où le châtaignier est en fleurs, il va se distinguer relativement facilement des autres essences, mais il faut tout de même traiter les données. Donc l'idéal pour nous, pour analyser la forêt alsacienne, c'est d'avoir plusieurs couvertures une même année, hein, au printemps, pendant l'été, à l'automne, et la différenciation entre les essences se fera d'autant mieux que l'on aura plusieurs images à comparer et analyser. La couleur pour nous, en fait, c'est une mesure dans une bande de longueur d'onde particulière. Donc on filtre le spectre électromagnétique, le vecteur de l'information. Hein. Donc le rayonnement solaire éclaire la surface de la Terre qui renvoie de la lumière dans l'œil du satellite. Et cette lumière, elle est filtrée dans différentes longueurs d'onde. Le rouge, le vert, le bleu, le proche infrarouge. Et c'est la combinaison d'analyse de ces différentes réponses dans différentes longueurs d'onde qui nous permet d'analyser ce qu'il y a au sol. Hein. On exploite de l'imagerie pour créer des informations de type cartographique qui peuvent être exploitées immédiatement lors de catastrophes, mais aussi a posteriori pour, par exemple, après le séisme en Haïti, suivre la reconstruction en Haïti, ou après les gros incendies à La Réunion sur le massif du Maïdo, de suivre la reconstitution de ces massifs forestiers après l'incendie. Donc le satellite le permet, il permet de repasser, de revisiter des secteurs de manière régulière. Et à terme, on pourra avoir des systèmes qui donneront pratiquement une revisite journalière. On attend avec impatience les infrastructures spatiales européennes qui vont se mettre en place et pour lequel on a un projet de se brancher sur ce flux d'acquisition d'images pour développer une filière ici en Alsace. Fin de ce numéro de Lab 20, alsace20.tv pour revoir ce magazine. Salut, merci de votre fidélité.